Crime vous raconte ce soir 3 faits divers qui ont bouleversé des familles entières. 3 histoires dramatiques dont les coupables étaient mineurs au moment des faits. Crime spécial, si jeune et déjà tueur. C'est tout de suite. Alicia est une collégienne de 14 ans. Le 19 avril 2018, elle passe la journée chez son ami Baptiste à Beauzelle, une petite ville près de Toulouse. Mais dans la soirée, alors que sa belle-mère a rendez-vous avec la jeune fille pour la ramener chez elle, Alicia est introuvable. Son ami Baptiste prétend l'avoir laissée dans l'appartement où ils ont passé la journée. Alors, qu'est-il arrivé à Alicia ce jour de printemps 2018? Pourquoi l'adolescente ne donne-t-elle plus aucun signe de vie? Et les enquêteurs la retrouveront-ils avant qu'il ne soit trop tard? Elle était très entourée, oui. Tout le monde parlait d'Alicia, tout le monde était à côté d'elle. Elle était calme. Elle avait un grain de folie tout le temps. Elle était tout le temps en train de rigoler, elle avait beaucoup de copines. Le 21 mai 2018, la petite Léa, âgée de 2 ans et demi, profite d'un moment en famille chez ses grands-parents, à Mérieux, une commune située dans le département du Nord. Mais peu après le déjeuner, la mère de Léa s'aperçoit tout d'un coup que sa petite fille n'est plus dans le jardin. Affolés, les parents et les grands-parents de Léa se mettent à sa recherche. Alors, où est passée Léa? Comment la fillette de 2 ans s'est-elle volatilisée sans que personne ne s'en rende compte? Et qui est à l'origine de sa disparition? C'est dur. Elle était vivante quand elle a pris les coups. Ça, j'en ai la preuve par le rapport d'autopsie. Et c'est terrible. Pour moi, c'est vraiment des actes de barbarie profonde. Erwan est un étudiant de 19 ans. Il suit une formation commerciale à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Le 2 janvier 2017, la mère d'Erwan se présente au commissariat pour signaler sa disparition. Le jeune homme ne donne plus aucune nouvelle depuis 5 jours. Et cela n'est absolument pas dans ses habitudes. Alors, où se trouve Erwan? Pourquoi ne répond-il plus à sa mère? Et que vont découvrir les enquêteurs sur le jeune homme lors de leurs investigations? On aura une plaie béante au niveau du cou. L'un des enquêteurs parle même d'un égorgement qui touche à la décapitation tellement la plaie est profonde. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le sort tragique d'Alicia, une adolescente de 14 ans, arrachée à sa famille une nuit de printemps. Un crime qui choque autant par sa violence que par l'âge du meurtrier. Elle a le pantalon, la culotte baissée, un cordon blanc qui lui enserre donc le cou et un t-shirt qui est profondément enfoncé dans sa bouche. C'est quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui, qu'à son propre plaisir. Ce qu'il voulait, c'est que ça soit son objet. Ça donne une image inquiétante de prédateur potentiel. Nous sommes à Beauzelle, à une dizaine de kilomètres au nord de Toulouse. Accolée à la Garonne, cette ville de 7000 habitants a su trouver un équilibre entre sa proximité avec la nature et son développement urbain. C'est une ville essentiellement résidentielle avec des commerces qui est en forte expansion depuis quelques années. C'est une cité dortoir assez familiale, assez tranquille.
Ça fait partie de la conurbation un peu aéronautique de l'ouest toulousain, à côté de l'aéroport, des usines Airbus. Mais le 19 avril 2018, un drame va briser la sérénité de la commune. Ce soir-là, Céline monte dans sa voiture pour récupérer Alicia, sa belle-fille, âgée de 14 ans. L'adolescente a passé la journée au domicile de Baptiste, l'un de ses amis. Lorsqu'elle part de chez elle, elle commence par adresser à Alicia un SMS en lui indiquant où je pars, son GPS lui indiquant qu'elle a 27 minutes de trajet. Mais une fois sur place, à 21h50, Céline ne voit pas l'adolescente au point de rendez-vous. Et un jeune homme ouvre les volets et la fenêtre et lui demande si elle est la mère d'Alicia. Elle lui explique qu'elle n'est que la belle-mère et il indique à cet instant qu'elle est partie depuis une dizaine de minutes pour la rejoindre. Mais ce jeune homme n'est pas Baptiste. Il s'agit d'un certain Alexandre, qui ignore totalement où se trouve désormais l'adolescente. La belle-mère décide alors de contacter au plus vite Baptiste. Mais au téléphone, il explique qu'il est actuellement dans une soirée, dans une ville voisine, et qu'il a laissé Alicia chez Alexandre. Face au désarroi de Céline, le jeune homme décide de la rejoindre. Il enfourche sa moto et il revient dardard à l'adresse d'Alexandre. Après s'être entretenu avec la belle-mère d'Alicia, Baptiste fait le tour de Beauzelle pour tenter de la retrouver. Les recherches se déroulent et recherches auxquelles Baptiste, l'ami d'Alicia, Alexandre, celui qui a ouvert à la belle-mère d'Alicia, participent. Le temps passe et cela fait maintenant 1 heure que la jeune fille n'a plus donné signe de vie. Finalement, au détour d'une rue, eh bien, la belle-mère et Baptiste ils vont croiser une patrouille de gendarmerie et expliquer la situation. Alicia, elle a 14 ans, elle a disparu, elle est introuvable. Mais alors, où se trouve Alicia? Comment a-t-elle pu se volatiliser de la sorte? Et aurait-elle fait une mauvaise rencontre? À Beauzelle, les gendarmes prennent très au sérieux la disparition de l'adolescente. Dans un premier temps, ils décident de se rendre dans l'appartement d'Alexandre, le dernier endroit connu où Alicia a été vue. Ils sont alors accompagnés de Baptiste et du locataire des lieux. C'est un appartement, je dirais, de jeunes, donc il n'est pas vaste, il est composé d'un couloir qui dessert un salon, une salle de bain et une chambre. Il constate visuellement très rapidement qu'il n'y a personne, pas de traces particulières dans la salle de bain et dans le salon qu'il n'y a pas de traces de lutte. L'un des gendarmes se rend dans la chambre du jeune homme de 19 ans. Il ouvre les volets avant d'inspecter la cour. Il se rend compte que dans la chambre, Baptiste est en train de rechercher Alicia et que Alexandre est assis sur un lit et ne bouge pas. Constatant l'existence d'un coffre de lit, l'enquêteur demande à Alexandre de se lever. Baptiste ouvre le coffre de lit et on commence par n'y trouver qu'un amas de linge. Et lorsque le gendarme demande à Baptiste d'examiner plus en avant ce coffre de lit, Baptiste soulève les draps, les linges, et c'est alors qu'il découvre le bas du corps d'Alicia, dénudée. La jeune fille est allongée sur le ventre, les jambes repliées. Elle a le pantalon, la culotte baissée, il y a une jambe qui dépasse, et puis elle a autour du cou un cordon blanc qui lui enserre donc le cou, et elle a également un t-shirt qui est profondément enfoncé dans sa bouche. C'est à ce moment-là qu'Alexandre quitte l'appartement, en toute discrétion. Il s'enfuit tout de suite. Et le gendarme va dans un premier temps partir à sa suite. Mais il sait très bien que la jeune fille,
il faut peut-être lui porter secours. Donc il demande à son collègue de suivre Alexandre qui est parti, il revient immédiatement et il demande à Baptiste de l'aider à ressortir le corps du coffre et fait immédiatement les premiers gestes de secours. Alertés, les pompiers arrivent sur place à 23h30 et prennent en charge l'adolescente en arrêt cardio-respiratoire. Et Alicia, eh bien, elle va mourir 1 heure plus tard, à l'arrivée au CHU à l'hôpital de Purpan. Une enquête est ouverte et confiée à la section de recherche de Toulouse. Alexandre n'ayant toujours pas été retrouvé, les gendarmes se concentrent tout d'abord sur Baptiste, âgé de 17 ans. Il est placé en garde à vue parce qu'il est potentiellement l'une des dernières personnes à avoir vu Alicia consciente. Le jeune homme assure connaître Alicia depuis plus d'1 an, grâce à un ami commun. Mais ils ne se sont rencontrés que 3 fois au total. Il raconte la journée qui vient de passer, à savoir qu'il avait rendez-vous entre 14 et 15 heures avec Alicia. Et cela au domicile d'Alexandre, un ami de Baptiste, qu'Alicia n'a jamais vu. Ils ont passé du temps tous les 3 d'abord. Les 2 garçons ont joué à la console, la jeune fille a regardé. Et ensuite, aux alentours de 21h30, grosso modo, ce qui était prévu, Baptiste s'absente pour se rendre à une soirée. Alexandre l'invective alors qu'il est en train de partir et lui dit « Tu devrais pas la laisser, je vais la violer », sous le ton de la plaisanterie. Plus tôt dans la journée, le jeune homme avait déjà signifié à Baptiste son intérêt pour l'adolescente. Mais Alicia, elle n'était pas du tout attirée par Alexandre. Et elle l'a dit notamment à Baptiste, il est lourd, il est lourd. Malgré le comportement d'Alexandre, le jeune homme raconte qu'il a quitté les lieux en la laissant seule avec son ami. Également entendu par les gendarmes, le père d'Alicia explique l'avoir déposée en voiture chez Baptiste, ou du moins ce qu'il pensait être son appartement. Elle demande de l'autorisation à son papa qui, ayant déjà rencontré ce jeune homme, n'y voit aucun inconvénient. Et il pense qu'elle est dans une maison qui appartient à la famille de Baptiste. Effectivement, elle n'a peut-être pas expliqué à son père qu'il ne s'agissait pas d'adultes dans cette maison, mais bien d'ados. Et surtout qu'elle n'avait pas rendez-vous chez Baptiste, mais au domicile d'un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Le père de l'adolescente stipule également que sa fille l'a appelée vers 17 h, car elle souhaitait rester dîner avec son ami. Suite à ses premières auditions, Baptiste est donc mis hors de cause. Il n'était pas là au moment des faits, puisqu'on sait que le portable de Baptiste, il va borner aux endroits où il a dit qu'il était. C'est évidemment les déclarations des amis qui étaient à cette soirée et ils vont bien évidemment corroborer les déclarations de Baptiste puisqu'il était bien là. Mais alors, Alexandre est-il impliqué dans le meurtre d'Alicia? Pourquoi aurait-il tué une adolescente qu'il ne connaissait pas? Et à présent, où se cache-t-il? À la section de recherche de Toulouse, les enquêteurs s'intéressent à la personnalité de la jeune Alicia, scolarisée en classe de 3e. Elle vivait principalement chez sa maman et en raison de la séparation du couple, passait certains week-ends et les vacances scolaires au domicile de son père en compagnie de Céline, sa belle-mère. C'était une fille qui aimait beaucoup la nature, qui faisait de l'équitation, qui aimait les animaux. Elle était très entourée, oui. Tout le monde parlait d'Alicia, tout le monde était à côté d'elle, quoi. Elle était calme, elle avait un grain de folie tout le temps. Elle était tout le temps en train de rigoler, elle avait beaucoup de copines. Quelques heures seulement, après avoir quitté précipitamment son appartement, Alexandre est interpellé aux abords d'un tram au nord-ouest de Toulouse. Tandis que le jeune homme est placé en garde à vue,
les gendarmes s'intéressent à son profil. Originaire de Reims, ce fils de militaire et d'une assistante juridique vit depuis 1 an dans la région toulousaine. C'est un jeune homme qui est cuisinier de formation. À ce moment-là, il n'a pas de travail. Il vient de la région de Reims. Il a eu une adolescence assez difficile. Et puis surtout, il a un casier qui porte une mention notamment d'agression sexuelle, une autre mention d'exhibition sexuelle pour des faits qui datent de 2013, de 2014. Il montrait son sexe à des personnes de la gente féminine dans la rue en leur proposant des relations sexuelles tarifées, ce qui en dit long sur sa conception de la femme. Pour ces faits, Alexandre est condamné en 2016 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et se voit inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il est également sous le coup d'un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Ce suivi sera brutalement arrêté avant le terme de la mise à l'épreuve, lors de son départ aussi brutal que soudain en région toulousaine. Interrogé à la section de recherche de Toulouse, le jeune suspect livre sa version des faits. Alexandre il va accuser son ami Baptiste avec force détail. Il va décrire donc Baptiste comme l'agresseur et le tueur d'Alicia. Il explique que Baptiste était extrêmement lourd avec Alicia et que ce dernier aurait forcé Alicia à l'embrasser, l'aurait transporté de force dans la chambre, serait resté dans cette chambre plus d'une dizaine de minutes avant d'en ressortir, essoufflé et en sueur. Une fois Baptiste parti avec sa moto, Alexandre se serait alors rendu dans la chambre pour prendre des nouvelles de celle dont il imagine qu'elle a été victime d'une infraction grave et constate le corps sans vie d'Alicia qui, pour une raison que l'on ignore, sera finalement dissimulé dans le coffre de lit. Mais les déclarations d'Alexandre vont être mises à mal par les expertises génétiques. Il y a plusieurs éléments dans cet appartement, un boxer, un t-shirt, une housse de couette sur lequel vont être identifiés les ADN, les profils génétiques d'Alexandre et d'Alicia, notamment un boxer où on va retrouver le sperme d'Alexandre et le sang d'Alicia qui, ce funeste jour, est indisposé. Face à ces éléments factuels, le jeune majeur modifie sa déclaration. Et il va dire qu'il est bien, l'auteur de cet homicide, mais qui serait selon lui un homicide involontaire. Pendant toute l'après-midi, Alicia aurait eu une attitude très provocante à son égard, qu'elle l'aurait cherché, comme l'on dit, et que une fois Baptiste parti pour sa soirée aux alentours de 21h30, elle se serait proprement jetée sur lui, qu'elle l'aurait embrassé, qu'ils auraient commencé à avoir un rapport sexuel totalement consenti, rapport sexuel au cours duquel Alicia aurait souhaité, par un jeu sexuel, qu'il procède sur elle à une strangulation pour, dit-il, augmenter le plaisir, que cette strangulation aurait mal tourné. Il aurait utilisé cette pratique qu'on peut appeler d'asphyxie érotique et la jeune femme en serait morte. Alexandre va également être questionné sur la présence du tissu enfoncé dans la gorge d'Alicia et sur les câbles enroulés autour de son cou. Alors s'il n'explique pas la présence de ce t-shirt noir profondément enfoncé dans la gorge d'Alicia, il explique avoir entouré le cou d'Alicia de ces câbles électriques pour accuser son ami Baptiste, car il sait que la veille, il les avait manipulés. Le 21 avril, une information judiciaire est ouverte à l'encontre d'Alexandre pour meurtre d'un mineur de 15 ans, précédé, accompagné ou suivi d'un viol. Il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Cesse. Mais alors le décès d'Alicia est-il accidentel, comme l'affirme le suspect? Alexandre dit-il toute la vérité aux enquêteurs ou a-t-il prémédité ce meurtre?
2 jours après le drame, les constatations médico-légales arrivent entre les mains des gendarmes occitans. Elle a des contusions au niveau de la mâchoire, elle a l'épaule démise, ce qui laisse entendre donc qu'il y a eu des actes de violence. Pour le médecin légiste, la cause de la mort ne fait aucun doute. La fracture de l'osioïde, qui est l'os au niveau du cou, qui est la pomme des dents, montre qu'il y a une strangulation très violente qui n'est pas un acte de jeu sexuel, mais plutôt un acte de violence. Donc tout cela laisse à penser qu'il y a préalablement eu un viol, suivi ensuite d'une strangulation et d'une perte de connaissance et d'un arrêt cardio-respiratoire qui serait intervenu 20 minutes après la commission des premières violences. Confronté à ce rapport d'autopsie, Alexandre reste sur sa position. Alicia a perdu la vie lors d'un acte sexuel consenti. Lui, il va dire, mais c'est un accident. J'ai serré, mais j'ai serré trop fort, j'ai pas senti ma force, elle est morte. Or, les médecins vont dire ça, c'est pas possible. Il faut 10-20 secondes pour avoir quelqu'un qui perd connaissance en étant étouffé. Mais pour tuer quelqu'un, il faut vraisemblablement y passer au moins 1 minute à serrer comme une brute. Mais pourquoi Alexandre, il n'a pas prévenu les secours? Alors lui, il met ça sur le compte du fait qu'il est récidiviste d'infractions sexuelles, donc il a eu peur. Il va dire qu'il enchaînait les soirées, qu'il était extrêmement fatigué, donc nerveusement à bout, et qu'il aurait eu ce geste malheureux. De plus, Alexandre soutient que le rapport sexuel était protégé. Il a expliqué qu'il aurait par la suite recueilli le préservatif et l'aurait jeté dans une bouche d'égout à proximité. Mais cela est démenti par la présence de traces de sperme sur différents objets et analysés par la police scientifique. Si l'autopsie n'a pas permis de déterminer avec certitude que la victime a été violée, pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. On ne peut pas imaginer une jeune fille qui connaît un jeune homme depuis quelques dizaines de minutes ou quelques heures, qui est en période de menstruation, accepter un rapport sexuel d'une telle violence, et sachant que 27 minutes plus tard, sa belle-mère arrivait pour venir la récupérer. Alors, le jeune homme reviendra-t-il sur sa version? Les proches de la victime obtiendront-ils un jour toutes les réponses à leurs questions? Et Alexandre cache-t-il autre chose? Le 24 avril, 5 jours après le meurtre, les proches d'Alicia décident de se mobiliser et d'organiser une marche blanche à Mézin, la ville où elle vivait avec sa mère. Entre sa famille, ses amis et les nombreux anonymes, plus de 300 personnes vont défiler dans la commune. Il est vrai que c'est un crime sauvage, extrêmement brutal, qui a provoqué beaucoup d'émoi dans la population de Beauzelle et dans l'agglomération toulousaine, et je dirais même les alentours. Tandis qu'Alexandre est en détention provisoire depuis près de 2 mois, l'affaire va prendre une nouvelle ampleur le 8 juin 2018. Ce jour-là, à 100 km de Beauzelle, une adolescente de 16 ans va déposer plainte à la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. Romane se présente au service de gendarmerie pour déclarer, elle aussi, avoir été victime d'agressions sexuelles de la part d'Alexandre. Au cours d'une soirée, Romane a été amenée, par manque de couchage, a été amenée à dormir dans le même clic-clac qu'Alexandre. Elle explique alors qu'elle se serait réveillée au milieu de la nuit avec la main d'Alexandre en train de la caresser au niveau de son sexe et de sa poitrine. Ces faits se sont produits dans la nuit du 30 janvier, soit 3 mois avant le meurtre d'Alicia. Romane a décidé de porter plainte lorsqu'elle a appris ce qui était arrivé à l'adolescente.
Il dit que c'est faux, il dit c'est pas très clair, mais il dit qu'il s'en souvient pas. Il dit que tantôt il dit qu'il a cru que c'était sa copine qui était à côté de lui, son ex. Il explique aux enquêteurs que non, tout s'est bien passé cette nuit-là. Malgré ces dénégations, Alexandre est mis en examen dans cette affaire pour agression sexuelle en récidive. 7 mois plus tard, le 31 janvier 2019, la reconstitution du meurtre d'Alicia est organisée au domicile du suspect. La reconstitution a permis simplement de confirmer la version des médecins légistes qui consiste à dire que la version des faits tels que présentés par Alexandre ne permet pas d'expliquer les lésions présentées sur le corps d'Alicia. Afin de comprendre les raisons de son passage à l'acte, Alexandre est expertisé par des psychiatres. C'est quelqu'un qui est immature, irréfléchi, impulsif, manifestement profondément égoïste, qui n'a pensé qu'à lui, qu'à son propre plaisir. Ce qu'il voulait, c'est que ça soit son objet, il voulait avoir une relation avec elle, donc elle devait, dans son imaginaire un petit peu frustre, qu'elle cède. Et pour céder, il n'avait que le moyen de la violence. Ça donne une image inquiétante de prédateur potentiel. Un prédateur sexuel pour qui la vie humaine n'a aucune importance. Alexandre a simplement tenté de faire taire celle qui aurait pu le dénoncer parce qu'elle connaissait son nom. Donc si après avoir assouvi sa pulsion sexuelle, il avait laissé cette jeune victime en vie, elle devenait potentiellement une plaignante à venir. Je crois simplement qu'il a voulu la faire taire, définitivement. Malheureusement, il y est parvenu. Alors Alexandre va-t-il enfin avouer tous les faits pour lesquels il comparaît? Comment se passera la confrontation avec les familles des victimes? Et à quelle peine sera-t-il condamné? Le 20 septembre 2020, soit 1 an et demi après les faits, le procès d'Alexandre s'ouvre à Toulouse, devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Désormais âgé de 22 ans, l'accusé comparaît pour le meurtre et le viol d'Alicia, ainsi que pour l'agression sexuelle de Romane. C'est un procès, évidemment, où la cour d'assises fait ça le comble, mais c'est un procès qui, du début à la fin, se sera tenu dans la dignité. Le procès, ça a été très dur. Pour moi, ça a été plus compliqué le procès que quand j'ai su ce qui était arrivé. Parce que je pense que c'est là que j'ai réalisé que la petite n'était plus là. Malgré les éléments à charge, l'avocate d'Alexandre plaide l'acquittement pour le viol d'Alicia et souhaite requalifier le meurtre en homicide involontaire. L'enjeu était très simple. Soit il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et auquel cas il encourait une peine de réclusion criminelle lourde, soit la relation sexuelle était déclarée consentie et le meurtre accidentel, et auquel cas on aurait été sur une toute autre configuration. Alors qu'il risque la perpétuité, l'accusé reste impassible dans son box. Il n'y a pas de remords, il n'y a rien, il n'y a rien. Il regarde au ciel, il s'en fout, c'est des conneries. Tout le monde ment, tout le monde ment. Le médecin ment, les psys mentent, le médecin légiste aussi ment. Et lorsque la cour se retire, la cour et le jury se retirent pour délibérer, ces dernières paroles sont simplement de dire froidement et sans aucun affect une dernière fois qu'il est innocent. Le 23 septembre, après 3 jours de procès, le verdict tombe. Alexandre est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans. La famille était soulagée d'entendre enfin la culpabilité d'Alexandre reconnue et surtout d'entendre que oui, Alicia a bien subi un viol et a bien été tuée volontairement.
Aujourd'hui, près de 3 ans après la disparition d'Alicia, son absence pèse plus que jamais au sein de sa famille. Et la condamnation de son meurtrier n'a pas soulagé leur chagrin. On croit souvent à tort qu'un procès d'assises est une page qui se tourne, mais vous tournez une page, vous en ouvrez une autre, et malheureusement le reste des pages du livre de la famille d'Alicia se dérouleront sans elle. Et effectivement, aujourd'hui c'est une famille meurtrie qui a perdu un être qui était très cher et qui aujourd'hui essaie de se reconstruire ainsi. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Léa, tuée par un adolescent âgé de seulement 14 ans. Un crime gratuit et inexplicable qui brisera à jamais une famille du nord de la France. On est quand même dans quelque chose de rare, d'un événement rare qui se rencontre peu. J'allais dire peut-être encore du champ de l'impensable. On pense qu'on est dans un village, que c'est tranquille, il ne peut rien nous arriver. Et moi, je ne savais pas non plus qu'à mon domicile, j'accueillais un meurtrier. Ça, moi, je ne savais pas, ça. Nous sommes à Mérieux, une modeste commune située à seulement 7 km de la frontière belge. À la fois traversé par une route nationale et entouré de champs, ce hameau ressemble à beaucoup d'autres dans la région. C'est un village qui se trouve en fait entre Maubeuge, qui est une grande ville dans le Val-de-Sambre et dans le nord de la France, et la frontière franco-belge. Donc c'est à peu près, il y a un peu plus de 700 habitants dans ce village, voilà, où il n'y a rien autour. C'est un petit village de l'Avesnois. C'est vraiment le village typique. Vous avez une église, vous avez quelques centaines d'habitants. Tout le monde se connaît, principalement. C'est extrêmement calme. Mais le 21 mai 2018, un drame va ébranler à jamais la quiétude des lieux. En ce lundi de Pentecôte, Alain et Marie-Christine, tous deux âgés de 60 ans, profitent de cette journée ensoleillée aux côtés de leur fille, leur gendre, leur petite-fille, ainsi que des 3 garçons placés chez eux en famille d'accueil. 2h20, j'ai ma petite fille qui arrive, petite Léa. Elle vient, Mémie, regarde, moi, elle est belle, Mémie est belle. Puis elle me dit, je t'aime, Mémie. Puis elle me fait le bisou comme ça, je t'aime aussi, ma chérie. Puis elle part. Je continue à vaquer à mes occupations. Tandis qu'Alain jardine et que Marie-Christine débarrasse la table, la mère de Léa s'aperçoit que sa fille, de 2 ans et demi, ne se trouve plus dans le jardin. Au début, tout le monde pense en réalité que c'est encore une farce de la petite fille et ils cherchent tout simplement dans les habitations, dans la maison, de savoir si elle n'est pas encore une fois de plus cachée derrière un rideau ou dans les placards. Puis ils commencent tous à crier après Léa, 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 Léa. Les voisins sont arrivés parce qu'ils ont compris que le mot Léa n'était pas comme d'habitude. C'est un Léa alarmant. Donc de ce fait, on commence à chercher partout, on ne la trouve pas. Mais alors que toutes ces cachettes habituelles ont été fouillées, Léa reste introuvable. Alors, comment a-t-elle pu disparaître? Se serait-elle perdue? Ou quelque chose de grave lui est-il arrivé? La situation devient très préoccupante. Les parents et les grands-parents de Léa courent aux 4 coins de la propriété. Même les garçons hébergés par Alain et Marie-Christine se prêtent aux recherches. Et l'un d'eux va proposer à la grand-mère de vérifier si Léa ne se trouve pas au fond du terrain.
là où un ruisseau borde la maison. Un ado que j'accueillais, qui faisait partie de notre vie, dit « Attends, Nanou, je vais aller voir en bas ». Je dis « Mais non, c'est pas possible ». Je dis « Léa ne descend jamais seule là-bas, elle n'y va jamais ». L'adolescent décide tout de même d'y aller. C'est alors que ces hurlements alertent la famille de Léa. Je descends immédiatement avec ma fille, mon beau garçon. Bien sûr, on a dû tout forcer pour pouvoir accéder à la rivière, qui est en contrebas. Et malheureusement, j'ai ramassé ma petite fille. C'était plus une petite fille que j'ai ramassée, c'était un pantin entièrement nu. C'était une horreur. Donc j'ai ramassé ma petite fille dans l'eau, je l'ai passée à sa maman, qui l'a ensuite passée à son papa. Et dès qu'on est remonté en haut du terrain, on a essayé de faire les premiers secours. Et lorsque j'ai vu ma petite fille remonter dans les bras de son papa, j'ai constaté que les bras et les jambes étaient ballants, les yeux retournés et la bouche ouverte, et les lèvres un petit peu violacées. Là, j'ai paniqué. Contactés par la famille, les pompiers débarquent sur place. Mais après plus d'1 heure d'intervention, ils annoncent finalement le décès de la petite Léa. Également prévenus, les gendarmes de Bavay, une commune située à 15 km, inspectent à leur tour le lieu de la découverte du corps. Différents habits de la petite Léa sont éparpillés un petit peu partout. On doit être à peu près sur une dizaine de mètres au niveau du ruisseau. Le short qui a été lancé dans un arbre à 2,20 m. L'une des bottes de la petite Léa qui a suivi le courant du ruisseau et qui se retrouve à peu près à quelques mètres de là. Et ils retrouvent aussi une binette. Pour les gendarmes, la thèse de l'accident est complètement improbable. Et ils sont face finalement à un meurtre d'une petite fille de 2 ans et demi. Une enfant choyée qui vivait dans la maison voisine aux côtés de ses parents et de sa grande sœur, âgée de 8 ans. Léa est une petite fille agréable, qui avait la joie de vivre, qui aimait sa sœur, ses parents, qui nous adorait. Alors son dada, c'est lorsque je prenais mon tracteur pour faire mes pelouses, sa première chose, attends papy, j'arrive, je mets mes bottes, j'arrive avec toi, je vais sur le tracteur. Et chaque fois que je sortais le tracteur, ma petite fille venait tondre les pelouses avec moi, elle se plaisait, elle était heureuse, elle avait la joie de vivre. Elle avait aussi ses petites habitudes, j'avais un petit congélateur à 3 tiroirs, il y avait un tiroir, elle adorait les glaces. Et alors quelquefois elle arrivait et moi je veux une glace. Alors du coup on lui avait dit, ça c'est ton tiroir. Elle ouvrait la porte, elle prenait sa petite glace, très contente. Et elle repartait chez son papa, sa maman, trop contente de... Voilà, elle venait sans cesse nous voir. Mais alors, qui a bien pu commettre ce crime épouvantable? Dans quelles circonstances exactes Léa a-t-elle perdu la vie? Et la petite fille, connaissait-elle son meurtrier? Dans l'espoir de reconstituer le scénario du meurtre, les gendarmes de Bavay relèvent un certain nombre d'éléments et d'indices aux abords du ruisseau. Ils vont saisir la binette, ils vont saisir les vêtements de la petite Léa qui sont éparpillés un petit peu partout sur la scène de crime. Ils vont faire aussi divers prélèvements sur le corps de la petite Léa. Tout ça va partir immédiatement en analyse ADN pour voir s'il y a des empreintes, si on retrouve des traces ADN. Tandis que les enquêteurs quadrillent les lieux, les grands-parents de Léa réalisent qu'un autre enfant manque à l'appel. Il s'agit de Fabien, un adolescent de 14 ans, placé chez eux, en famille d'accueil. Dès qu'il a vu qu'on a retrouvé Léa, il a fugué tout de suite, immédiatement. La gendarmerie lança un appel à témoins pour retrouver cet adolescent qui avait fugué en tant que témoin, parce que c'était le dernier à avoir vu Léa. Vous avez des militaires, vous avez des chiens, vous avez un hélicoptère. Vous avez vraiment un système extrêmement important qui est mis en place. On sait qu'il est parti par les champs parce qu'on a l'une des voisines qui l'a vu au bout de son jardin.
Elle a vu l'adolescent courir. En parallèle de ces investigations, les gendarmes interrogent Alain et Marie-Christine sur le profil du jeune fugitif. Un adolescent installé chez eux depuis 3 ans et qui, dès le départ, a été une source d'angoisse. Au bout de 15 jours, on s'est aperçu qu'il avait un comportement qui n'était pas normal, qui a mis le feu à la maison, qu'il a ouvert les robinets de gaz la nuit, qui se levait la nuit, qui prenait nos portables. On a alerté tout ça. Qu'il avait fugué une fois aussi, donc ça qui nous a été ramené par la police de Maubeuge. Beaucoup de problèmes concernant cet enfant, comportement anormal, violent surtout avec tout le monde, mon épouse. Mais ces violences physiques ne sont pas les seules difficultés rencontrées par la famille. Il s'est mis à prendre l'ordinateur de mon mari. Il a enlevé tous les codes, il n'y a pas de souci, il était très très doué là-dessus. Et il visionnait sans arrêt des films pornographiques. Et un soir, un enfant que j'accueillais, j'ai entendu le mot « laisse-moi, j'ai froid, remets-moi là ». Si j'étais pas arrivée juste à temps, bah, il aurait commis encore un acte, je pense qu'il était sur le point de violer, c'est clair. Face à ce comportement inquiétant, Marie-Christine et Alain multiplient les notes d'incidents et les appels aux services sociaux afin que Fabien soit placé à plein temps dans un établissement spécialisé. Au terme de très nombreuses relances, ils obtiennent finalement en 2017 que l'adolescent intègre un institut médico-éducatif 5 jours par semaine. Mais les responsables de cet institut vont eux aussi rapporter des problèmes graves avec Fabien. Il est allé une fois à la piscine, il a omnubilé pendant des heures entières sur une maman qui déshabillait une petite fille bébé à la piscine. Il a resté des heures et c'est un éducateur qui, au bout d'un moment, qui lui a dit « mais il faut pas que tu restes là, c'est pas bien ce que tu fais ». Ah mais lui, il a répondu « mais c'est pas bien, elle est en train de déshabiller sa petite fille toute nue, c'est pas beau ». Mais alors l'éducateur lui dit « mais tu n'as pas à être là, c'est tout, tu t'en vas ». Et ensuite, à l'IME, il y a un comportement, c'est qu'un jour, il s'est retrouvé seul dans les toilettes avec une jeune fille de 12 ans. Et c'est un éducateur qui est intervenu à temps, sinon on ne sait pas ce qui se serait passé. Le 22 mai 2018, soit le lendemain du meurtre, les gendarmes prennent connaissance du rapport d'autopsie. Les conclusions du médecin légiste révèlent que le meurtrier a donné 22 coups de binette à Léa avant de plonger son corps dans le ruisseau. La jeune victime est décédée des suites d'une asphyxie. Elle a dû souffrir, ma petite fille. Aujourd'hui, je me dis, elle a souffert. Parce que 22 coups de son vivant, c'est dur. Elle a été vivante quand elle a pris les coups. Ça, j'en ai la preuve par le rapport d'autopsie. Et c'est terrible. Pour moi, c'est vraiment des actes de barbarie profonde. Parce qu'on ne ferait pas ça à son pire ennemi. Alors Fabien est-il l'auteur de ce meurtre barbare? Comment un garçon aussi jeune a-t-il pu ôter la vie d'un autre enfant? Et les enquêteurs parviendront-ils à l'interpeller? Malgré tous les moyens déployés par les gendarmes, Fabien reste introuvable. C'est finalement un avis de recherche posté sur les réseaux sociaux qui va aiguiller les enquêteurs vers la Belgique. Le jeune Fabien a été reconnu par un témoin à Mons qui a appelé immédiatement les services de police de Mons qui l'ont finalement retrouvé assis sur un banc dans un parc public. Pour les proches de Léa, sa culpabilité ne fait aucun doute. J'avais peur qu'il se suicide. J'ai pensé à ça, j'ai eu cette optique-là quand même. J'étais soulagée qu'on l'ait retrouvé parce qu'il fallait qu'il paye de ce qu'il avait fait à notre petite fille. Ça, et franchement, j'ai été soulagée. Avant de l'interroger, sous le régime de la garde à vue, les enquêteurs cherchent à obtenir un maximum d'informations
sur l'adolescent. Il a beaucoup de hobbies. Il voulait toujours que je lui fasse des beaux dessins sur l'ordinateur. Ça, et puis les jeux électroniques, ça c'était son dada, plus la télévision. C'était les seuls hobbies. Mais dès qu'il voulait être au calme, il faisait un dessin sur la table. À 14 ans, Fabien a déjà été placé dans 3 familles d'accueil. La toute première fois, il avait seulement 22 mois. Ses parents ne pouvaient pas s'occuper de lui. On a sa mère qui a subi un accident très jeune d'ailleurs de la circulation, qui est plus en capacité physique de pouvoir s'en occuper. Il y a des problèmes de prise en charge en réalité au niveau de Fabien, et le père venait reprendre le travail, donc ça devenait extrêmement compliqué de pouvoir garder l'enfant. Et lui, le problème, c'est que comme il a été placé très tôt, mais c'est vrai qu'il ne recevait pas beaucoup d'amour de ses parents. Des parents un peu froids quand même, pas très proches de lui. Au cours de leur enquête, les gendarmes réalisent que Marie-Christine et Alain ne sont pas les premiers à noter des problèmes de comportement chez Fabien. Dernièrement, dans sa famille d'accueil, il était resté 7 ans et s'en est pris la petite fille de la dame. Non, il y avait de la violence, il y avait de la violence. Déjà, ça se passait pas très bien. Le 22 mai, en début de soirée, les gendarmes débutent leur interrogatoire. Ils ont en face d'eux un adolescent, calme, au physique presque angélique, qui ne semble pas mesurer la gravité de la situation. Lors de cette première audition, Fabien indique aux enquêteurs qu'il était dans le jardin, que la petite Léa l'a suivi, qu'il voulait aller au ruisseau, que cette dernière s'est déshabillée toute seule, qu'elle a glissé dans le ruisseau, qu'elle a plongé, qu'il a voulu la rattraper, qu'elle est décédée. Bon, c'est pas cohérent par rapport aux constatations qui sont faites immédiatement par rapport à la scène de crime, donc les enquêteurs le questionnent à nouveau dans le cadre d'autres auditions, où là, il indique en réalité que la petite Léa, il s'en est pris à elle, qu'il a vulgairement pété un plomb et qu'il lui a asséné plusieurs coups avec la binette. Fabien raconte ensuite avoir voulu la déshabiller afin de l'enterrer. Mais faute de temps, il l'a simplement déposée dans le ruisseau. On pense qu'on est dans un village, que c'est tranquille, il ne peut rien nous arriver, il faut bon vivre. Et moi, je ne savais pas non plus que à mon domicile, j'accueillais un meurtrier. Ça, moi, je ne savais pas, ça. C'est ça qui est terrible. On est quand même dans quelque chose de rare, hein, d'un événement rare qui se rencontre peu, qui est, j'allais dire, peut-être encore du champ de l'impensable. Alors pour quelle raison Fabien a-t-il infligé un tel calvaire à la petite Léa? Est-il pénalement responsable? Et ce drame aurait-il pu être évité? Tandis que l'affaire, et notamment l'âge du meurtrier, font les gros titres de la presse, Fabien est expertisé par une batterie de psychologues. Parmi eux, Christine Delcourt. Quand on fait cette rencontre avec Fabien, on a à la fois en face de soi un petit enfant qui raisonne comme un petit enfant et la violence d'un meurtrier, hein, qui s'exprime dans des propos extrêmement durs et une colère qui le déborde et qu'il faut entendre. Et cette colère est souvent le fruit de sa perception déformée de l'autorité. La moindre consigne ou remarque de la vie ordinaire est ressentie comme une véritable agression par l'adolescent. Il explique effectivement qu'il a été victime de brimades, de maltraitance. Alors lui, il parle, je n'ai pas dit que c'était la vérité, de coups de taser, hein, qu'il aurait reçu aussi des coups. Il explique qu'il a eu plusieurs familles d'accueil comme ça, où il a cumulé ce vécu de préjudice. Et donc là, à l'entretien, ce qu'il explique du passage à l'acte, c'est le besoin de détruire, de se venger de ces familles d'accueil qui l'ont maltraité et de détruire tout ce qui leur est précieux. Alors, Fabien est quelqu'un qui a repéré ce qui est précieux
pour les familles d'accueil, qui peuvent être au même titre des êtres humains, hein, alors des poules, des enfants, mais aussi des objets, des téléphones portables, tout ça étant mis sur le même plan. Selon les experts, l'adolescent souffre de troubles psychiques et autistiques. Si ces pathologies altèrent son rapport avec la réalité, il reste tout de même pénalement responsable. On parle de troubles du spectre, et les dénominateurs communs, ce sont des troubles de la fonction émotionnelle, des troubles du langage, une incapacité à être empathique avec l'autre, à lire les émotions de l'autre. Les experts affirment également que son état n'était pas compatible avec son placement en famille d'accueil et qu'il aurait dû être pris en charge à plein temps dans un centre médico-éducatif. Une décision que Marie-Christine et Alain ne cessaient de réclamer depuis des années. On se rend compte que les services sociaux ont des difficultés à réagir au signalement des grands-parents et les grands-parents se posent des questions. Je suis étonnée effectivement de ce dysfonctionnement en tous les cas. Je ne comprends pas cette absence de repérage, mais y compris dans l'institution, comme dans l'aide sociale à l'enfance, alors qu'ils avaient été interpellés. Peut-être qu'on aurait pu éviter effectivement ce passage à l'acte. Pour les proches de la victime, Léa serait encore en vie si les services sociaux les avaient écoutés. Ça ne serait pas arrivé parce qu'on ne met pas un enfant avec des problèmes psychiatriques dans une famille d'accueil. C'est eux les responsables. Moi je le dirai, j'ai toujours dit dès le début, je le dirai toujours. Donc moi je veux qu'ils soient condamnés et que je l'entende de mes propres oreilles en me disant ils ont commis, ils sont responsables. Moi j'irai mieux. Notre famille ira mieux. Mais pour l'heure, seul Fabien est attendu dans le box des accusés. Alors, quelle sera son attitude lors de ce procès? Comment va se passer la confrontation avec la famille de Léa? Sera-t-il en mesure d'exprimer des regrets? Le 13 juin 2019, presque un an après le drame, le procès de Fabien s'ouvre devant le tribunal pour enfants d'Avesnes-sur-Helpe. L'adolescent risque 12 ans de prison pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans. En raison de l'âge de l'accusé, l'audience se tient à huis clos. On espère qu'il va y avoir une condamnation très très sévère. Et c'était le seul souhait qu'on avait, parce que nous aujourd'hui nous sommes enfermés à perpétuité de ne plus avoir notre petite Léa. Elle nous manque tous les jours. Au tribunal, on a les grands-parents qui ont une photo de la petite Léa, ils se raccrochent auprès de cette photo et vous avez la maman qui, elle, se raccroche au doudou de Léa, qu'elle quitte jamais d'ailleurs, elle ne l'a jamais quittée. Et puis ça va être la première confrontation depuis le crime entre la famille et le jeune Fabien. Et on ignore le comportement qu'il va d'ailleurs adopter lors de l'audience. Désormais âgé de 15 ans, Fabien arrive stoïque dans la salle d'audience. Il n'a plus la même allure physique. Il s'est laissé pousser les cheveux alors qu'il avait les cheveux courts lorsqu'il était encore dans la famille d'accueil. Revoir cet adolescent qu'ils ont hébergé et qui leur a pris ce qu'ils avaient de plus cher au monde est une véritable épreuve pour les grands-parents de Léa. Je suis très en colère, j'ai envie de lui sauter dessus, vous savez, voilà, c'est la... J'aurais envie de lui dire, de le secouer en disant pourquoi t'as fait ça. Ah ouais, moi je ressens de la colère, c'est infini. Il m'a gâché ma vie, il m'a gâché ma vie. À l'image de son attitude lors de l'instruction, Fabien reste de marbre et n'exprime aucune émotion. Je fixe du regard tout le long du procès. Alors, et lui, comme ça, imperturbable, de temps en temps, un petit regard comme ça, mais sinon imperturbable. Et puis, il parlait presque pas, on lui posait des questions, il parlait presque pas.
Et nous, on attendait la vérité de comment il s'y était prise pour emmener notre petite fille. Donc j'étais assez déçue. Et il n'a pratiquement pas parlé. Je l'ai trouvé, oui, vraiment très en retrait, hein, très absent. Est-ce qu'il a pu saisir les échanges? Ce dont on parlait, je n'en suis pas sûre. Le 14 juin, après une seule journée de débat et de nombreuses questions laissées en suspens, le tribunal rend sa décision. Le verdict du tribunal est de 8 ans d'emprisonnement et de 10 ans de suivi socio-judiciaire, avec des obligations de soins et bien évidemment d'interdiction de rentrer en contact avec les victimes, et à défaut 3 ans d'emprisonnement. C'est honteux. On sait très bien ce qu'il a fait. Ouais, c'est très bien ce qu'il a fait. Il méritait beaucoup plus, mais malheureusement, c'est pas moi qui décide. Hein. À l'issue de ce verdict, Fabien et son avocat décident de faire appel. Et 5 mois plus tard, une nouvelle audience se tient au tribunal de Douai. Un procès qui va simplement se démarquer du premier par l'absence de l'accusé. Il n'était pas présent ce jour-là, il était par visioconférence. Et du coup, la juge, elle lui explique, elle dit, ben voilà, elle dit, on va rendre le verdict. Et ça, j'oublierai jamais ce qu'il a dit. La juge, elle lui a dit comme ça, ben finalement, tu fais 8 ans de prison et tu feras pas 13 ans. Alors, ah, donc je fais que 8 ans. Ah, bah ça va, ok, il a fait. Vous vous rendez pas compte? Bon, on est déçus. On s'effondre avec mon épouse au tribunal de Douai. On est effondrés. La même peine pour ce qu'il a fait à Léa, c'est pas possible. On réalise toujours pas. Aujourd'hui, la douleur et l'amertume font partie du quotidien des proches de Léa. Chaque jour, Marie-Christine et Alain se recueillent sur sa tombe et poursuivent les démarches pour que leur voix soit entendue. Et c'est pour ça qu'on va tenter un procès contre les services sociaux, ça c'est sûr. Je veux qu'il soit condamné, je veux entendre ça. On va mal encore. Tant qu'on n'aura pas une décision comme quoi que les services sociaux, je pense qu'on ne pourra pas faire notre deuil, ainsi que ma fille, parce qu'on veut quand même que la reconnaissance des erreurs des services sociaux soit reconnue. Et on y tient, ça, et on ira jusqu'au bout. Je sais que de là-haut, ma petite fille, elle doit dire papi, mamie, et mes parents, ils se battent pour moi. Pour ça, j'en suis persuadée qu'elle voit tout ce qu'on fait pour elle. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, ça c'est sûr. Je continuerai. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin bouleversant d'Erwan, un jeune de 19 ans, sauvagement assassiné à l'hiver 2016. Un drame qui conduira les enquêteurs rennais sur la piste de meurtriers au visage angélique, mais capable des pires atrocités. C'est une affaire qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui a tenu l'opinion publique en haleine, puisqu'on est parti sur une disparition inquiétante, après sur un meurtre de la mafia, puis finalement un règlement de compte entre copains de promotion d'une violence inouïe. C'est pas notre fils, et c'est pas possible qu'il a pu faire une chose pareille. Le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est impossible. Nous sommes à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Composée à la fois d'un bourg historique et de constructions nouvelles, cette ville bretonne compte 12 000 habitants. Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est une commune de taille importante qui est située à la périphérie immédiate de Rennes. C'est vraiment limitrophe, hein. Une commune plutôt résidentielle. Mais à l'hiver 2017, la région va connaître un véritable séisme. Le 2 janvier, une mère de famille
se rend au commissariat de Rennes pour signaler la disparition de son fils Erwan. Le jeune homme de 19 ans ne donne plus aucun signe de vie depuis 5 jours. La maman d'Erwan, elle connaît son fils et elle sait que son fils aurait dû l'appeler le 1er janvier. Et là, quand il l'appelle pas, elle se dit mais ça c'est pas possible parce que même avec une soirée rocambolesque au 31 décembre, Erwan il aurait appelé sa mère. La mère de famille explique également qu'elle s'est déjà rendue au domicile d'Erwan, situé à Rennes, et qu'elle a trouvé porte close. Et qu'il n'y a aucun mouvement sur son compte bancaire puisqu'elle en reçoit aussi les relevés. Pas de nouvelles téléphoniques, pas de nouvelles physiques. Personne ne sait où est Erwan depuis déjà plusieurs jours. Les policiers rennais prennent ce témoignage très au sérieux et décident d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Alors, où est passé Erwan? Pourquoi s'est-il volatilisé du jour au lendemain? Et que vont découvrir les enquêteurs sur ce jeune homme? En parallèle de ce signalement, les policiers reçoivent une information de taille. La voiture d'Erwan a été retrouvée sur une aire de covoiturage à Guichen, à une vingtaine de kilomètres de Rennes. Elle a été signalée par des riverains en raison de sa vitre passager entrouverte. Les policiers vont commencer à se poser effectivement des questions sur le devenir d'Erwan, puisque voilà, elle est un endroit où il n'y a pas grand-chose autour, c'est au bord d'une nationale, d'où le fait qu'ils commencent à penser effectivement à une séquestration ou un enlèvement. Sans plus tarder, les enquêteurs se rendent au domicile d'Erwan. Après avoir récupéré un double des clés auprès du propriétaire, ils pénètrent dans l'appartement. Et si tout semble en ordre, une liste posée sur la table du salon attire leur attention. On va y trouver des noms, voire des surnoms, et des sommes, des chiffres à côté, un petit peu comme une comptabilité en matière de stupéfiants. Parmi ces noms ou ces surnoms, il y avait, et c'était la somme peut-être la plus importante, il y avait notamment le surnom de Kiki. À partir de son relevé téléphonique, les policiers tentent de reconstituer l'emploi du temps du jeune disparu. Un de ses derniers appels date du 28 décembre et il est destiné à un certain Kylian. Les enquêteurs s'interrogent. Kylian et Kiki seraient-ils une seule et même personne? La téléphonie révèle que le 28 décembre, il était prévu que Kylian et Erwan se rencontrent au domicile de Kylian. Et c'est la dernière personne qui semble avoir eu un contact avec lui. À partir du moment où il quitte le domicile de Kylian en toute fin de soirée, à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Fort de cette information, les enquêteurs rennais convoquent au plus vite Kylian. Il a expliqué qu'effectivement, Erwan est venu à son domicile pour lui vendre des stupéfiants et qu'il en est reparti. À en croire Kylian, le jeune disparu serait donc un dealer. Et les investigations des policiers vont d'ailleurs confirmer ces allégations. Elles vont effectivement démontrer l'ampleur du trafic de stupéfiants qui était autour d'Erwan. Donc ils vont s'interroger sur effectivement le fait qu'il y ait pu y avoir des représailles ou alors voilà, une vente qui ait pu mal se passer dans le cadre de stupéfiants. Alors la disparition d'Erwan était-elle liée à ses activités illicites? Le jeune homme a-t-il pris la fuite ou est-il déjà trop tard? Afin de savoir si Erwan a des ennemis connus,
les policiers s'intéressent à son profil. En interrogeant ses proches, ils apprennent que le jeune homme est originaire de Rennes et a vécu dans un milieu modeste, aux côtés de sa mère et de sa grande sœur. Erwan, c'est un enfant qui est très attaché à sa maman, dont les parents sont séparés alors que lui avait 2 ans. Il n'a pas vu son père depuis qu'il est âgé de 2 ans. Lorsqu'il a 14 ans, la famille s'installe à Nantes, mais une fois majeur, Erwan retourne à Rennes pour y poursuivre sa scolarité. C'est un étudiant, il est en formation commerciale sur le campus de Saint-Jacques, de la Lande. Un jeune homme tranquille, décrit comme en effet serviable, gentil, posé, qui ne perturbe pas les cours, qui ne fait pas parler de lui, quoi. La mère, elle décrit un enfant solaire, un enfant adorable, un enfant prêt à aider les autres. Mais derrière cette belle image, le jeune homme cache une part d'ombre. Alors Erwan, je pense que c'est d'abord un consommateur de drogue, qu'il en vend d'abord certainement, comme beaucoup, pour se payer sa propre consommation. Et puis après, c'est peut-être l'appât de l'argent facile, hein. Il gagnait beaucoup d'argent avec son trafic. À Rennes, la mère d'Erwan remue ciel et terre pour accélérer les recherches. Et l'affaire commence à faire grand bruit au sein de la population. La disparition, on en entend parler assez rapidement parce que la mère est folle d'inquiétude et elle commence à placarder dans la rue, dans le métro, des affiches avec sa photo, avec disparition inquiétante, appeler l'hôtel de police ou même elle sur son portable. Le 13 janvier 2017, plus de 15 jours après la disparition d'Erwan, l'enquête va prendre une tournure dramatique aux abords d'une écluse, à 40 km de Rennes. Les riverains de cette écluse de Saint-Malo-de-Filly, depuis 10 jours, voient un bidon qui est pris par des branchages et qui ne franchit pas le barrage. Et puis, un riverain voit ce bidon basculer enfin. Il finit effectivement par ouvrir un peu le bidon, passer la main dedans pour savoir ce qu'il y a dedans, et il découvre dans un premier temps une chaussure, et ensuite un membre. Le riverain s'aperçoit que cette chaussure est enveloppée d'un rideau de douche et d'un sac poubelle, le tout attaché avec une cordelette. Sous le choc, il n'ose toucher à rien et appelle immédiatement la police. Sur place, les enquêteurs bretons réalisent que la victime n'est autre qu'Erwan. Les premières constatations sont catastrophique, on peut dire. Voilà. Le corps est affreusement mutilé. Il a passé 10 jours dans ce bidon et dans l'eau. C'est affreux, quoi. Voilà. Ils vont décider d'engager un certain nombre de recherches scientifiques sur le bidon, la cordelette, notamment des prélèvements, ce qu'on appelle papillaires, avec des empreintes digitales, ou des prélèvements ADN pour tenter de retrouver les personnes qui ont pu effectivement au moins toucher ce bidon et peut-être les mettre en lien avec le décès d'Erwan. À l'Institut de génétique de Nantes, le médecin légiste note dans son rapport que le jeune homme est décédé de mort violente par arme blanche. On aura une plaie béante au niveau du cou. L'un des enquêteurs parle même d'un égorgement qui touche à la décapitation tellement la plaie est profonde. Et on a de multiples traces de coups, de plaies sur le corps de la victime. Je pense que les enquêteurs sont toujours dans l'idée qu'on est vraiment sur un règlement de compte. On n'est pas sur un petit trafic de stupéfiants et que manifestement Erwan appartenait à un gros réseau de stupéfiants, peut-être même un réseau avec des relations internationales, puisqu'on est vraiment dans un acte quand même très violent. Alors qui a pu commettre ce crime barbare? Erwan devait-il de l'argent à ses fournisseurs et connaissait-il son meurtrier? Moins de 2 mois après la découverte du corps d'Erwan, les résultats des prélèvements ADN vont être déterminants. Sur la cordelette, le profil d'un certain Samuel est identifié.
Il n'est pas connu pour être un délinquant, mais simplement il a été interpellé une première fois pour une petite histoire de vol. Et son ADN a été prélevé à ce moment-là. Afin de comprendre son lien avec la victime, les policiers rennais réalisent une enquête de personnalité sur Samuel. Ils remontent un peu son passé et ils se rendent compte que Samuel, il était scolarisé au collège à Bain-de-Bretagne avec Kylian, que c'est même un très bon ami de Kylian. Donc là, ils placent Samuel et Kylian sur écoute. Ils échangent des textos hyper souvent, ils parlent d'un troisième homme qui s'appelle Lucas, et qu'ensemble ils forment un trio. En analysant leur bornage téléphonique, les policiers réalisent que Kylian, Samuel et Lucas étaient réunis la nuit du 28 au 29 décembre. Donc la nuit où on n'a plus de nouvelles d'Erwan. Donc là, ils se disent que il y a quand même quelque chose là. Et en confrontant ces résultats à la téléphonie d'Erwan, les enquêteurs vont avoir la preuve que la victime était avec eux ce 28 décembre. Les policiers vont se rendre compte que le soir des faits, Kylian se trouve à son appartement, avec Lucas notamment. Suite à leur départ du domicile de Kylian, ils vont se rendre chez Samuel, qui habite du côté aussi de Bain-de-Bretagne. Ils vont suivre le chemin qui mène jusqu'à Saint-Malo-de-Filly, qui est le lieu supposé où le bidon a été déposé. Sur ce trajet se trouve la commune de Guichin et l'aire de covoiturage où est déposée la voiture d'Erwan. Le 14 mars 2017, Kylian, Samuel et Lucas sont placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Rennes. Des perquisitions sont réalisées simultanément à leur domicile. Au domicile de Kylian va être découvert un point américain. Et le Blue Star va révéler rapidement d'importantes traces de sang dans l'appartement. Chez Lucas, qui vit chez sa maman, va être découvert des couteaux, notamment un couteau extrêmement tranchant. De nouveaux prélèvements ADN vont alors être effectués. Sur le point américain, le couteau tranchant, ainsi que dans l'appartement de Liliane, le profil génétique d'Erwan est retrouvé. Si les taux se resserrent de plus en plus sur le trio, leur profil ne colle pas avec la violence des faits. On n'est pas sur des enfants qui ont eu des difficultés particulières, qui ont vécu dans la rue, ils étaient dans un milieu tout à fait aisé, normal. À commencer par Kylian. Âgé de 19 ans, il suit une formation commerciale en alternance et c'est dans ce cadre qu'il a rencontré Erwan. Ça se passait bien à l'école et ça se passait bien chez son patron aussi. Aucun problème à signaler. Il est jovial, il est sociable, il est poli. C'est le fils de tout le monde, Kylian. C'est vraiment le fils de tout le monde. En décrochage scolaire, Lucas, 17 ans, est le meilleur ami de Kylian. Les deux jeunes se connaissent depuis le collège et leurs deux familles s'apprécient. Lucas venait très souvent ici. Kylian allait chez son papa, chez sa maman. Il allait même en vacances avec. C'était deux copains, deux bons copains. Lucas, c'est un ado sans problème. Il était poli, normal. Hein, Quand il venait à la maison, ça se passait très bien. Sans emploi, Samuel, 22 ans, est le seul membre du trio à être connu des services de police. Mais c'est quelqu'un qui ne pose pas de difficultés, qui est un grand adolescent, qui s'adonne aux jeux vidéo, qui s'adonne un peu aux stupéfiants, mais qui ne pose pas de difficultés particulières. Alors comment vont se dérouler les auditions des trois suspects? Avoueront-ils leur implication dans le meurtre d'Erwan? Et pourquoi l'auraient-ils tué de la sorte? Au poste de police de Rennes, le trio est interrogé, tandis que Lucas se mure dans le silence
Kylian et Samuel reviennent sur la nuit du 28 décembre. Ils racontent que ce soir-là, ils ont effectivement vu Erwan. Ce dernier est passé au domicile de Kylian pour lui vendre de la drogue, mais également pour régler une autre affaire. Kylian a une dette envers Erwan, il s'agirait de 2500 € qu'Erwan avait donné à Kylian pour qu'il aille acheter du stupéfiant. Mais en lieu et place de Kylian, c'est Lucas qui ira à Toulouse, mais là il se fera voler. Et cette somme de 2500 €, de là naît la dette de 2500 €. Erwan ne veut rien savoir et exige de récupérer son argent au plus vite. Il leur met un petit peu la pression, je pense, voilà, ce qui ne plaît pas du tout aux autres. Et le ton monte, une dispute commence, et puis rapidement ils en viennent aux mains. Erwan va pousser, Lucas notamment, et Lucas tomberait au sol, et Kylian va s'interposer pour défendre son ami. Ensuite, voilà, ça va être un petit peu une escalade de violence, et de là, les deux jeunes vont paniquer, à leur dire, et vont taper avec un coup de poing américain. Erwan va être rapidement assommé par les coups, et à ce moment-là, Kylian aurait un geste qui est celui voilà, de passer son pouce sous son cou, avec dans l'idée de dire on est mort, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que Lucas interprète en disant on n'a plus le choix, maintenant il faut le tuer. Lucas sort alors un couteau et tranche la gorge d'Erwan, amorphe, qui décède au bout de quelques minutes. Ils commencent immédiatement à nettoyer la scène de crime. Ils vont envelopper le corps dans le rideau de la douche de la salle de bain et puis commencent à nettoyer toutes les traces de sang qui pourraient être visibles. Et puis ils ne peuvent pas rester sur place, je pense, dormir. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont décider d'appeler Samuel. Et c'est au moment où ils vont venir au domicile de Samuel qu'ils vont lui expliquer qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Kylian et Lucas vont alors lui demander de les aider à faire disparaître le corps. Je pense que tout le monde est abasourdi, et notamment Samuel, quand il apprend ce qu'il s'est passé, qu'il ne pouvait bien évidemment pas imaginer. Mais dans cette idée qu'il faut avoir de loyauté vis-à-vis de ses amis, il va décider de les aider quoi qu'il en coûte. Les trois jeunes retournent alors au domicile de Kylian et vont placer le corps d'Erwan dans un bidon. Ils vont se rendre à Saint-Malo-du-Fil pour aller essayer de mettre le bidon dans la Vilaine en espérant que celui-ci coule, ce qui ne s'avérera pas être le cas. Les enquêteurs sont perplexes et s'interrogent sur la préméditation du meurtre. Car lors des fouilles au domicile de Kylian, ils ont mis la main sur un ticket de caisse concernant des courses réalisées avant le drame. Il montre l'achat de sacs poubelles de 100 litres, qui semble être une contenance beaucoup trop grande pour un étudiant qui vit dans un petit appartement. Les policiers vont également découvrir que Lucas a reçu un couteau à Noël. Ce même couteau qui a servi à tuer Erwan 4 jours plus tard. C'est vraiment un couteau de combat asiatique voilà, qui est lié à un usage très spécifique avec une lame recourbée, un couteau très tranchant. Il va aussi visionner des vidéos sur comment utiliser ce couteau et notamment des vidéos d'égorgement. Un autre indice va intriguer les enquêteurs. Il s'agit d'une note rédigée sur le portable de Lucas. Et cela avant le meurtre d'Erwan. Sur cette note, on va avoir 3 mots. Corde, gants, couette, soit des éléments propices à la disparition du corps que l'on retrouvera peu ou prou comme étant identiques à ceux utilisés. À Rennes, la nouvelle de l'arrestation des jeunes défraie la chronique. C'est une affaire qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui a tenu l'opinion publique en haleine, puisqu'on est parti sur une disparition inquiétante, après sur un meurtre de la mafia, ou un assassinat commandité par d'affreux trafiquants de drogue, puis finalement un règlement de compte entre copains de promotion d'une violence inouïe. Convoqués par les policiers, les parents des meurtriers sont dans l'incompréhension la plus totale.
C'est pas notre fils. Et c'est pas possible qu'il a pu faire une chose pareille. Le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est impossible. C'est un séisme, on n'y est pas préparé. On se pose des questions, pourquoi, comment, est-ce qu'on n'a rien vu, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on aurait dû voir quelque chose s'il y avait quelque chose à voir? C'est une multitude de questions qui restent sans réponse et qui restent... Voilà, on ne l'a pas élevé comme ça. Le 17 mars 2017, Kylian et Lucas sont mis en examen pour assassinat. Samuel pour recel de cadavres. Alors, comment va se dérouler le procès d'assises? Le trio restera-t-il sur sa version? Et la préméditation sera-t-elle retenue? Le 3 février 2020, 3 ans après le meurtre d'Erwan, s'ouvre le procès de ces 3 bourreaux devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Mineur au moment des faits, Lucas risque la perpétuité, tout comme son meilleur ami, Kylian. Samuel, quant à lui, encourt jusqu'à 10 ans de réclusion. Ce procès qui se tenait devant la cour d'assises des mineurs s'était tenu en présence du public, ce qui est très rare, ce qui avait été demandé par l'avocat général et ce qui avait été accepté par l'avocat du mineur. Ça avait été demandé pour porter connaissance à la société. Ce sont les propos de l'avocat général de ce que le trafic de stupéfiants peut tuer. L'idée c'était voilà, de dire voilà, jusqu'où on peut aller quand jeune on tombe dans le trafic de stupéfiants. Si les proches de la victime occupent la majorité des bancs de la salle d'audience, les parents de Kylian ne sont pas présents à l'ouverture du procès. Nous avons décidé de ne pas y assister au début, la première période où il devait parler, parce qu'il est rongé par la honte, il est sûrement le fait qu'il savait qu'il nous avait déçus aussi. En ce premier jour d'audience, Kylian, Lucas et Samuel prennent place dans la cour d'assises, tandis que tous les yeux sont rivés sur eux. Le trio fait profil bas. C'est rare d'avoir des accusés aussi jeunes, hein. Donc tous les 3 apparaissaient tels qu'ils étaient avec un air voilà, juvénile. C'était relativement impressionnant de voir la jeunesse. Ils n'avaient pas le profil, pour être mêlés à une telle affaire. Interrogés par l'avocat des parties civiles, les 3 jeunes réitèrent la même version qu'en garde à vue. Ils expliquent avoir eu peur, ils expliquent qu'ils se sentaient menacés, qu'Erwan leur mettait la pression pour le remboursement de cette dette. Après, sur le déchaînement de violence, eux-mêmes ont du mal à le décrire. Ils parlent d'une embrouille qui a dégénéré. Kylian dira « je ne sais pas comment on en est arrivé là ». Un mobile d'autant plus inexplicable que Kylian avait de quoi rembourser sa dette auprès d'Erwan. Le jeune homme disposait de 6 000 € sur son compte épargne. Kylian avait l'argent. Et Kylian savait très bien s'il m'en aurait parlé. Je lui aurais donné l'argent. Il sait très bien, il savait ça. Je comprends pas. Ils ont pu en arriver là. Pour les experts psychologues qui se succèdent à la barre, les 3 jeunes sont pleinement responsables de leurs actes. Ils nous apprennent voilà, que ce sont des gamins, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment des gamins voilà, qui ont une intelligence moyenne, qui n'ont pas de difficultés majeures, qui n'ont pas de prédisposition, voilà, qui ne sont pas des profils inquiétants. Le 7 février 2020, au terme de 5 jours d'audience, Kylian et Lucas sont reconnus coupables de l'assassinat d'Erwan et écopent de 20 ans de réclusion criminelle. Samuel, lui, est condamné à 3 ans de prison pour recel de cadavres. Ma cliente était soulagée, non pas seulement au regard de la peine qui a été prononcée, mais le fait que cette préméditation soit retenue.
c'est-à-dire qu'il y avait véritablement le caractère injustifié de la violence dont avait été victime son fils, qui a pu être consacré par cette décision. Une condamnation lourde, qui n'est pas une surprise pour les parents de Kylian, venus assister au dernier jour d'audience. Son avocate nous avait bien préparé, on savait ce qu'il encourait. Donc voilà, on s'était mis dans la tête que la durée aurait été longue et que voilà, il y a eu quelqu'un qui a perdu la vie dans cette histoire et ça, on ne peut pas l'oublier. Malheureusement, il a pris 20 ans, mais de toute façon, il sait très bien pour ce qu'il a fait. Il doit payer, il nous l'a dit plusieurs fois, il nous le dit toujours. C'est normal qu'on paye. Aujourd'hui, plus de 4 ans après l'assassinat d'Erwan, son visage est toujours présent dans l'esprit des habitants de la ville. Des jeunes ont réalisé une fresque à son image, afin de ne jamais oublier ce qui s'est passé ce 28 décembre 2016. Ce drame a également bouleversé la vie des parents de Kylian. Je ne vous cache pas que l'on vit au rythme des parloirs. On vit aussi au rythme où lui, quand il va bien, on va bien, mais maintenant il faut avancer. Juste une petite pensée pour la maman d'Erwan. On pense très fort à elle. Nous, on a la chance d'aller voir notre fils. Elle, non.